Le 23 novembre 1942, le chef de l'atelier numéro 3 de l'usine Kirov de Tcheliabinsk s'arrêta devant le poste de soudage numéro 18. Il regardait un garçon de 15 ans qui venait de violer toutes les instructions technologiques approuvées par le commissariat du peuple de l'industrie des chars. Cet adolescent tenait l'électrode à un angle considéré comme inadmissible. Il menait la soudure à une vitesse qui théoriquement devait créer un manque de pénétration et rendre le blindage du char mortellement vulnérable. L'usine devait accomplir le plan annuel pour décembre 1943. Au front, les équipages de chars périssaient parce qu'il n'y avait pas assez de machines. Chaque jour de retard signifiait que quelque part sous Stalingrad ou sur le front de Volkhov, un tankiste soviétique affronterait un blindé allemand sans soutien. 1 contre 3, 1 contre 5, et il périrait. Mais ce garçon venait de souder la coque d'un char T-34 en 12 minutes au lieu de 40. Les soudures semblaient parfaites, régulières, sans défaut visible, sans inclusion de scories. Le chef d'atelier ne croyait pas ses yeux. Si les tests montraient que ces soudures tiendraient, alors l'usine pourrait augmenter la production de 3 fois. Le plan annuel serait accompli en 3 mois. Au front, partiraient 278 chars supplémentaires qui changeraient l'équilibre des forces sur les secteurs décisifs. Mais si les soudures s'avéraient défectueuses, si la coque ne résistait pas à l'impact, alors les tankistes brûleraient à l'intérieur de machines qui s'effondreraient au premier obus. Le garçon répondrait pour sabotage. Il serait envoyé au tribunal. Le chef d'atelier regarda l'adolescent, puis la soudure, puis à nouveau le garçon. Que dira-t-il maintenant ? Cela déterminera le sort de milliers de personnes au front. Yevgueni Oskarovitch Paton avait 15 ans. Il était né à Kiev le 24 août 1927. Son père, l'académicien Yevgueni Oskarovitch Paton Senior, dirigeait l'institut de soudage électrique à Kiev avant le début de la guerre. Quand les Allemands s'approchèrent de la ville à l'été 1941, la famille Paton fut évacuée à Nijni Tagil, puis à Tcheliabinsk. Le père reçut la mission d'organiser l'implantation du soudage automatique dans les usines de chars de l'Oural. Yevgueni, âgé de 15 ans, alla travailler à l'usine avec des milliers d'autres adolescents, vieillards et femmes, qui remplacèrent les hommes partis au front. Yevgueni était un garçon maigre aux cheveux noirs et aux yeux sérieux. En temps de paix, il étudiait dans une école de Kiev, s'intéressait à la chimie et rêvait d'entrer à l'université. Il lisait des livres de métallurgie de la bibliothèque de son père et comprenait la théorie du soudage, mieux que beaucoup d'ouvriers adultes. Mais la théorie, c'est une chose. Et la production en conditions de guerre, c'est tout autre chose. À l'usine Kirov de Tcheliabinsk, Yevgueni travaillait comme soudeur de 3e catégorie dans l'atelier numéro 3. C'était l'atelier principal de coques où l'on assemblait et soudait les coques blindées des chars T-34. L'atelier fonctionnait en 3 équipes, 24 heures sur 24, sans jour de repos. Yevgueni se tenait sur la ligne numéro 2, poste de soudage numéro 18. Sa tâche était de souder les plaques inférieures de la coque avec les plaques latérales, une des soudures les plus importantes dont dépendait la survie du char. Le garçon travaillait à l'usine depuis 4 mois. Il arrivait à l'atelier le matin et partait le soir. Parfois, il restait la nuit quand le plan brûlait et qu'il fallait des mains supplémentaires. Il dormait au foyer de l'usine dans une chambre de 8 personnes où vivaient avec lui 3 femmes tourneuses, 2 adolescents ajusteurs et 2 vieux outilleurs. La nourriture était donnée à la cantine de l'usine. La ration était de 800 grammes de pain, une assiette de soupe et de la bouillie. C'était à peine suffisant pour ne pas tomber de faim près de la machine. Yevgueni était méthodique et observateur. Son père lui avait appris à noter tout ce qu'il voyait en production. Le garçon avait un épais cahier à carreaux où chaque soir il consignait des remarques. Combien de temps avait pris le soudage de chaque soudure ? Quels étaient les défauts ? Combien de fois il fallait ressouder les rebuts ? Quelle température du métal donnait le meilleur résultat ? Les autres ouvriers se moquaient de lui. Pourquoi ce garçon a-t-il besoin de ces notes ? Il y a une fiche technologique approuvée par les ingénieurs. Fais selon la fiche et tout ira bien. Mais Yevgueni voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il remarquait que la fiche technologique était écrite pour des conditions idéales, pour du métal propre, une température correcte, des électrodes de qualité. Or, en réalité, le métal arrivait avec de la calamine et de la rouille. La température dans l'atelier en hiver descendait à -5 degrés.
Les électrodes étaient de qualité variable et souvent humides. L'instruction ne fonctionnait pas. Les ouvriers compensaient cela par l'expérience, l'intuition, mais quand même, les rebuts représentaient jusqu'à 20% des soudures. Un char sur 5 devait être partiellement ressoudé. Et le ressoudage, c'était une perte de temps, une perte de machine, une perte de vie fusée au front. Yevgeny comprenait cela plus vivement que les adultes. Il entendait comment, dans l'atelier, on lisait les communiqués du Sovinformborov. Il savait que sous Stalingrad se déroulait une bataille terrible, que chaque char comptait, que de la vitesse de production dépendait si l'armée rouge survivrait ou si les Allemands perceraient vers la Volga et couperaient le sud du pays. C'est pourquoi il continuait à observer, noter et réfléchir. Le problème était simple et mortel. L'usine ne suivait pas. Le plan pour 1942 exigeait de produire 3200 chars T-34. Fin novembre, l'usine avait produit 947 machines. Cela signifiait qu'avant la fin de l'année, il fallait encore faire 2253 chars en un mois. Les mathématiques démettaient un mode impitoyable. C'était 75 chars par jour. L'usine faisait 22 chars par jour les meilleurs jours, 18 les jours moyens, 14 les mauvais jours. Le goulot d'étranglement était le soudage. Le char T-34 avait une coque complexe de plaques de blindage inclinées d'une épaisseur de 45 à 20 mm. Les plaques devaient être soudées en une construction unique. La longueur totale des soudures sur une coque était de 32 mètres. Chaque soudure devait être parfaite, sans manque de pénétration, sans pores, sans fissure. Si la soudure est faible, l'obus percera le blindage même là, où il est suffisamment épais. Les tankistes brûleront. Selon la fiche technologique, un soudeur faisait une soudure d'1 mètre de long en 2 minutes 40 secondes. C'était la vitesse moyenne approuvée par les ingénieurs de l'Institut. En réalité, chez les bons soudeurs, c'était plus rapide, 2 minutes 20 secondes par mètre. Chez les mauvais, 3 minutes ou plus. Mais même les meilleurs soudeurs ne pouvaient pas travailler plus vite qu'une certaine limite, car un soudage trop rapide donnait un manque de pénétration. Le métal ne fondait pas sur toute la profondeur et la soudure devenait faible. Yevgeny se tenait à son poste et soudait les plaques inférieures. Il faisait la soudure en 2 minutes 30 secondes par mètre. C'était une bonne vitesse. Le maître le félicitait, mais le garçon calculait mentalement. Toute la coque d'un char passait par 8 postes de soudage. À chaque poste, le soudeur passait en moyenne 42 minutes. 8 postes, c'était 336 minutes de temps pur de soudage pour un char. Plus le temps de déplacement de la coque, d'installation, de nettoyage, de contrôle. Au total, 5h30 minutes pour une coque. L'atelier travaillait 24 heures par jour. Théoriquement, on pouvait faire 3 coques par jour sur une ligne. Dans l'atelier, il y avait 4 lignes, soit 12 coques par jour. Mais il y avait des pauses, des pannes, le ressoudage des rebuts. Réellement, on obtenait 10 coques par jour. 22 chars sortaient de toute l'usine, car il y avait encore les ateliers d'assemblage où l'on installait les moteurs, la transmission, les tourelles, l'armement. Yevgeny regardait ces chiffres dans son cahier et comprenait qu'à cette vitesse, le plan ne serait jamais accompli. On pouvait travailler sans sommeil, on pouvait ne pas rentrer chez soi, on pouvait mettre 2 soudeurs à chaque machine, ça n'aiderait pas. Il fallait changer la technologie elle-même. Il fallait souder plus vite. Mais comment ? Les ingénieurs de l'Institut avaient déjà calculé la vitesse optimale. Ils avaient tout pris en compte, le type d'électrode, l'intensité du courant, la tension de l'arc, la vitesse de déplacement. Si on soude plus vite, il y aura un manque de pénétration. Si on augmente le courant, le métal sera brûlé. Si on change l'angle de l'électrode, la soudure deviendra irrégulière. Yevgeny connaissait cette théorie, mais il savait aussi que la théorie ne coïncidait pas toujours avec la pratique. Il voyait comment périssaient les chars. Pas à l'usine. L'usine était loin du front, mais il le voyait dans les communiqués, dans les lettres, dans les conversations. À l'atelier arrivaient lors des lettres de tankistes. Parfois des remerciements. Merci pour la machine, elle n'a pas failli. Parfois des demandes. Camarades ouvriers, faites plus vite, nous manquons de chars. Parfois des histoires terribles. Notre section a reçu 3 nouvelles machines. 2 ont brûlé au premier combat. Les équipages sont morts. Yevgeny se souvint particulièrement d'une lettre. Elle était arrivée début novembre. La lettre venait du mécanicien conducteur sergent de la gare de Piotr Ivanovitch Kolomitsev,
de la 31e brigade de chars. Kolomitsev combattait sur le front de Kalinin. Il écrivait « Camarades ouvriers de l'usine Kirov, je vous transmets un salut du front. Je combats sur votre 34 depuis juillet. La machine est bonne, elle frappe l'allemand fort, mais nous avons peu de chars. Dans notre brigade, selon l'effectif, il devrait y avoir 67 machines. En réalité, il y en a 32. Les autres sont touchés, brûlés ou en réparation. L'allemand a la supériorité. Nous allons au combat quand contre un de nos chars, il y en a 3 ou 4 allemands. Camarades, faites plus de machines. Chaque jour de retard, ce sont nos vies. Votre char m'a sauvé 3 fois. Merci pour cela, mais mes camarades n'ont pas été sauvés. Ils n'avaient pas de char. Travaillez plus vite, si vous le pouvez. Avec respect, Kolomitsev. » Cette lettre fut lue lors de la réunion du soir dans l'atelier. Le maître lisait à haute voix et sa voix tremblait. Les femmes pleuraient, les vieillards serraient les poings. Tous comprenaient que de leur travail dépendaient des vies. Mais que pouvaient-ils faire? Ils travaillaient déjà à la limite. Ils restaient nagés debout aux machines 16 heures. Ils soudèrent, coupèrent, perçaient le métal jusqu'à l'épuisement. Plus c'était physiquement impossible. Yevgueni écoutait cette lettre et sentait un poids dans la poitrine. Il imaginait Kolomitsev, le sergent qui était assis dans le char, sous le feu, qui voyait brûler les machines de ses camarades, qui n'avaient pas reçu de char parce que l'usine n'avait pas eu le temps de les fabriquer. Le garçon imaginait comment Kolomitsev écrivait cette lettre, après le combat, de main tremblante, à la lumière d'une lampe à huile, et demandait « Faites plus vite ». Mais comment? Yevgueni revenait à ses notes. Il analysait chaque opération où se perdait du temps. Le soudage exigeait de la précision. L'électrode devait être tenue à un angle de 60 degrés par rapport à la surface du métal et menée uniformément à une vitesse de 20 cm par minute. Cela donnait la bonne pénétration, la bonne largeur de soudure, la bonne formation du métal. Si on changeait l'angle, la soudure devenait irrégulière. Si on augmentait la vitesse, apparaissait un manque de pénétration. C'était un dogme inscrit dans tous les manuels. Mais Yevgueni observait les soudeurs expérimentés. Il voyait que chacun d'eux violait un peu l'instruction. L'un tenait l'électrode un peu plus raide, à 70 degrés. L'autre menait la soudure un peu plus vite au milieu et plus lentement sur les bords. Le troisième balançait légèrement l'électrode d'un côté à l'autre, bien que l'instruction exigeât un mouvement rectiligne. Et chez tous, les soudures sortaient bonnes, parfois même meilleures, que chez ceux qui suivaient strictement l'instruction. Pourquoi? Yevgueni commença à demander. Il s'approchait des vieux soudeurs et demandait « Oncle Vania, pourquoi tenez-vous l'électrode à un autre angle ?» Oncle Vania, un maître de 62 ans avec 30 ans d'expérience, répondait « Comme ça, on voit mieux le bain de fusion et le métal se pose plus uniformément. » Et pourquoi dans l'instruction est-il écrit 60 degrés? Parce que les ingénieurs l'ont calculé ainsi. Mais les ingénieurs sont assis à leur table à dessin, et moi je suis debout à la machine depuis 40 ans. Je sens de mes mains comment c'est correct. Yevgueni nota cela, puis demanda à une autre soudeuse, tante Matcha. Elle travaillait à l'usine depuis 38, et soudait si vite qu'on ne parvenait pas à lui apporter les pièces. Tante Matcha, vous menez l'électrode plus vite que ce qui est écrit sur la fiche. Pourquoi la soudure ne se gâte-t-elle pas? Parce que je ne mène pas simplement l'électrode, je sens le métal. Quand il était bien chauffé, on peut mener plus vite, et quand il est froid, il faut plus lentement. L'instruction est une pour tous, mais le métal est chaque fois différent. Ce fut une révélation. L'instruction supposait que le métal était toujours le même, la température toujours la même, les conditions toujours idéales. Mais en réalité, chaque plaque de blindage était un peu différente. Certaines plaques arrivaient de l'usine chaude, d'autres froides. Certaines étaient propres, d'autres couvertes de calamine. Certaines étaient déposées dans un courant d'air, d'autres près du four. Et les soudeurs expérimentés s'adaptaient intuitivement à ces conditions, en violant un peu l'instruction. Mais ils faisaient cela intuitivement, sans savoir exactement ce qu'ils changeaient et pourquoi cela fonctionnait. Et ils ne pouvaient pas souder beaucoup plus vite parce qu'ils craignaient de faire des rebuts. Yevgueni pensa « Et si on trouvait un moyen de souder plus vite consciemment, pas intuitivement, mais en sachant exactement quel angle, quelle vitesse, quels paramètres utiliser. Alors on pourrait enseigner cela à tous les soudeurs, et tous pourraient travailler plus vite. Mais pour cela,
il fallait expérimenter, et expérimenter sur des chars de combat était impossible. S'il abîmait une coque, ce serait du sabotage. Il serait jugé par un tribunal militaire. Le garçon pensait à cela chaque jour. Il soudait ses soudures, accomplissait la norme, mais dans sa tête tournaient constamment des questions. Peut-on souder sous un autre angle? Peut-on augmenter la vitesse? Comment vérifier sans abîmer le char? Le 22 novembre 1942, Yevgueni restait à l'usine après l'équipe. C'était un lundi, une froide soirée ouralienne. La température dehors était de moins 18 degrés, dans l'atelier moins 3. Les ouvriers étaient partis au foyer, l'équipe de garde ne commençait que le soir. De 15h à 23h, l'atelier était presque vide. Seuls travaillaient les régleurs d'équipement et le maître de nuit dans la travée voisine. Yevgueni dit au maître qu'il voulait s'entraîner au soudage. Le maître autorisa. Le garçon avait la réputation d'être un travailleur sérieux, et la pratique supplémentaire n'était qu'encouragée. Yevgueni prit plusieurs plaques de blindage défectueuses qui traînèrent dans un coin de l'atelier. Ces plaques avaient été abîmées lors de la découpe ou présentaient des défauts du métal. On ne pouvait pas les utiliser dans les chars, mais pour l'entraînement, elles convenaient. Le garçon installa 2 plaques sur la table de soudage, les fixa avec des serre-joints, mit son masque et alluma l'arc. D'abord, il souda une soudure d'essai strictement selon l'instruction. Électrode à 60 degrés, vitesse de 20 cm par minute. Mouvement uniforme. La soudure sortit bonne. Yevgueni mesura le temps. 2 mètres de soudure prirent 5 minutes 20 secondes. C'était une vitesse normale. Puis il décida d'essayer de changer l'angle. Il mit de nouvelles plaques, alluma l'arc et inclina l'électrode plus raide à 75 degrés, mena la soudure à la même vitesse. Le métal commença immédiatement à se comporter différemment. Le bain de soudage devint plus profond, le métal fondait mieux. Yevgueni le sentit à la résistance de l'électrode, au son de l'arc. Il finit la soudure et enleva le masque. La soudure avait l'air bien, même mieux que la première. Plus régulière, plus homogène. Yevgueni réfléchit. Si avec un angle plus raide le métal fond mieux, cela signifie qu'on peut mener l'électrode plus vite et la pénétration sera quand même suffisante. Il prit une 3e paire de plaques, les installa, régla l'arc. Maintenant, il tenait l'électrode à 75 degrés et mena la soudure à une vitesse de 30 cm par minute, 1,5 fois plus vite que la norme. Le métal sifflait, l'arc crépitait plus fort que d'habitude. Yevgueni menait l'électrode en contrôlant avec assurance le bain. Il finit la soudure de 2 mètres en 3 minutes 40 secondes. C'était 1 minute 40 secondes plus rapide que la norme. Il enleva le masque et regarda la soudure. Extérieurement, elle avait l'air excellente, régulière, sans défaut visible, de la bonne largeur. Mais Yevgueni comprenait que l'aspect extérieur ne signifiait rien. L'essentiel était la structure interne de la soudure, la profondeur de pénétration, l'absence de pores et de fissures. Cela ne pouvait être vérifié que par les tests spéciaux. Le garçon souda encore 3 soudures avec différents paramètres. Une à 80 degrés avec une vitesse de 35 cm par minute. Une autre à 70 degrés avec une vitesse de 25 cm par minute. Une 3e à 75 degrés mais avec une vitesse variable. Plus rapide au milieu, plus lente sur les bords. À 22h, il avait 6 échantillons d'essai avec différents paramètres de soudage. Yevgueni les numéros à la craie et nota dans son cahier les paramètres de chaque soudure. Maintenant, il fallait vérifier la solidité. À l'usine, il y avait un laboratoire d'essai où l'on vérifiait la qualité des soudures. On pouvait y apporter des échantillons et demander à faire des tests. Mais le laboratoire ne travaillait que pendant la journée. Et les ingénieurs posaient aussi beaucoup de questions. D'où viennent les échantillons? Pourquoi les tests? Qui a autorisé les expériences? Yevgueni craignait qu'on lui refuse, ou pire encore, qu'on lui interdise de continuer. Il décida de vérifier les échantillons lui-même. Le test le plus simple était le test de flexion. Si la soudure est de qualité, elle résistera à la flexion du métal. S'il y a une pénétration incomplète, ou des pores dans la soudure, elle se fissurera. Yevgueni trouva un étau dans l'atelier et y fixa le premier échantillon. Puis il prit un lourd marteau et commença à frapper le bord de la feuille, pliant le métal autour de la soudure. Le métal se pliait, la soudure tenait. Yevgueni plia la feuille à 90 degrés. La soudure ne se fissura pas. Il examina la surface de la soudure avec une loupe. Aucune fissure, aucune rupture. Le premier échantillon avait passé le test. Yevgueni vérifia le 2e échantillon,
puis le troisième, puis le quatrième, le cinquième, le sixième. Toutes les soudures résistèrent à la flexion. Aucune ne se fissura. Et je m'en vois, c'était incroyable. Le garçon se tenait dans l'atelier vide, tenant dans ses mains une feuille de blindage pliée, et comprenait qu'il venait de découvrir quelque chose d'important. Il avait trouvé un moyen de souder plus rapidement, sans perte de qualité. Si sa méthode fonctionnait sur les échantillons d'essai, elle devait fonctionner aussi sur de vrais chars. Mais un échantillon d'essai n'est pas un char. Un char est une grande construction complexe avec de nombreuses soudures, avec différents angles, avec différentes épaisseurs de métal. Il fallait tester la méthode dans des conditions réelles. Il fallait souder une vraie coque. Mais comment ? S'il soudait une coque en violation des instructions et que la soudure s'avérait défectueuse, le char partirait au front avec un défaut. Les tankistes mourraient. Ce serait sur sa conscience. Evgueni pensa toute la nuit. Il ne pouvait pas dormir. Il était allongé sur sa couchette au dortoir et regardait le plafond. À côté, les voisins ronflaient. Dehors, le vent hurlait. Et dans la tête du garçon tournait une seule pensée. Il faut essayer, il faut risquer, parce que si sa méthode fonctionne, cela sauvera des milliers de vies. Et s'il se tait, les chars manqueront et les gens mourront. Le matin du 23 novembre, Evgueni arriva au travail plus tôt que d'habitude. Il attendait que le chef d'atelier, Ivan Petrovitch Gromov, arrive à la réunion de planification. Gromov était un homme sévère de 53 ans, ancien fondeur qui travaillait à l'usine depuis l'année 24. Il avait gravi toute la hiérarchie de bas en haut, d'ouvrier à chef d'atelier. Gromov était juste, mais exigeant. Il ne pardonnait pas les défauts et ne tolérait pas l'arbitraire, mais il savait aussi écouter, si l'ouvrier parlait sérieusement. Evgueni s'approcha de lui après la réunion de planification. « Ivan Petrovitch, puis-je vous parler une minute ?» Gromov regarda le garçon. « Parle, Paton. J'ai trouvé un moyen de souder plus rapidement. » Gromov fronça les sourcils. « Comment ça, plus rapidement ? J'ai changé l'angle de l'électrode et la vitesse de soudage. J'ai vérifié sur des échantillons. Les soudures ont résisté au test de flexion. La vitesse a augmenté d'1,5 fois. Gromov resta silencieux quelques secondes, puis dit « Tu as enfreint les instructions ?» « Oui, répondit honnêtement Evgueni. Mais les soudures sont solides. Tu les as vérifiées au laboratoire ? Non, j'ai vérifié moi-même, avec un test de flexion. Gromov resta de nouveau silencieux, puis dit « Paton, tu comprends ce qu'est la discipline technologique ? Les instructions ont été écrites par les ingénieurs de l'Institut, approuvées par le commissariat du peuple. On ne peut pas les changer à sa guise. Si chaque ouvrier commence à souder comme bon lui semble, nous aurons des défauts en masse. Les chars se désintégreront au front, les gens mourront. Je comprends, dit Evgueni. Mais si ma méthode fonctionne, nous pourrons faire plus de chars, beaucoup plus. Et les gens ne mourront pas parce qu'ils auront des machines. Gromov regarda le garçon attentivement. Il voyait dans ses yeux non pas de la bravade ou de la légèreté, mais du sérieux. Il voyait que le garçon pensait vraiment à ce qu'il disait. « Montre-moi les échantillons, dit Gromov. Evgueni conduisit Gromov à son poste de soudage. Là, dans le coin, se trouvaient 6 échantillons numérotés. Gromov prit le premier, examina attentivement la soudure, passa son doigt sur la surface, puis prit le deuxième, le troisième. Il était un homme de production expérimenté et comprenait mieux le soudage que de nombreux ingénieurs. Il voyait que les soudures avaient l'air de qualité. « Tu les as pliées ?» demanda Gromov. « Oui, tous les 6. Aucun n'a fissuré. » Gromov prit l'un des échantillons et regarda la ligne de pliage. La soudure était intacte, sans le moindre signe de destruction. « À quel angle as-tu soudé ?»« 75 degrés, au lieu de 60, vitesse 30 cm, par minute au lieu de 20. » Gromov calcula rapidement dans sa tête. « C'est 1,5 fois plus rapide. Si ta méthode fonctionne sur toutes les soudures de la coque, nous pourrons faire un char non pas en 7 heures, mais en 4,5. » « Oui, dit Evgueni. Et si nous formons tous les soudeurs, la production augmentera d'1,5 fois. Nous ferons 33 chars par jour au lieu de 22. » Gromov resta silencieux. Il réfléchissait. Le garçon voyait comment, sur le visage du chef d'atelier, luttaient différents sentiments. D'un côté, la possibilité d'augmenter fortement la production, d'accomplir le plan, de sauver des vies au front. De l'autre, le risque. Un risque énorme. Si la méthode ne fonctionnait pas, si les soudures s'avéraient défectueuses, les conséquences que ce seraient catastrophiques. Le test de flexion n'est pas une vérification complète, dit Gromov.
Il faut des tests en laboratoire. Métallographie, rayons X, tests de rupture. C'est la seule façon de connaître précisément la qualité de la soudure. Je comprends, dit Evgueni. Mais pour les tests en laboratoire, il faut une autorisation. Et si je demande une autorisation, on me refusera. On dira qu'on ne peut pas changer la technologie approuvée. Gromov eut un sourire narquois. Le garçon avait raison. Les ingénieurs d'usine étaient conservateurs. Ils n'aimaient pas les innovations, surtout venant d'ouvriers de 15 ans. Ils auraient refusé, sans approfondir, et peut-être même auraient-ils puni pour abus de pouvoir. Bien, dit Gromov, j'apporterai moi-même les échantillons au laboratoire. Je dirai que ce sont des échantillons de contrôle de la série. Je ne dirai pas que tu as changé la technologie. Les laborantins vérifieront, donneront une conclusion. Si les soudures sont de qualité, je t'autoriserai à souder une coque d'essai avec ta méthode. Si la coque passe l'acceptation, nous réfléchirons à ce qu'il faut faire ensuite. Evgueni hocha la tête. C'était plus qu'il n'espérait. Merci Ivan Petrovitch. Ne me remercie pas trop tôt, dit Gromov. Si les soudures s'avèrent défectueuses, je te punirai moi-même. Et si tu gages la coque, je t'enverrai creuser des tranchées sur le chantier. Compris ? Compris. Gromov prit 3 échantillons et partit. Evgueni retourna à son poste et commença à travailler, mais ses mains tremblaient d'émotion. Il attendait les résultats des tests. Le laboratoire travaillait lentement. Chaque test demandait du temps. D'abord, il fallait préparer les échantillons, découper des sections spéciales, polir les surfaces, puis effectuer une analyse métallographique, étudier la structure du métal au microscope, vérifier la présence de pores, de fissures, de pénétration incomplète, puis faire une radiographie. Elle montrait les défauts internes qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Ensuite, effectuer un test de rupture, serrer l'échantillon dans une machine d'essai et tirer jusqu'à la destruction en mesurant la résistance. Tout cela prenait 2 jours. Evgueni travaillait et attendait. Il soudait ses soudures selon l'ancienne instruction, parce qu'il n'y avait pas d'autre autorisation. Mais dans sa tête tournaient constamment des pensées. Que montreront les tests ? Les soudures résisteront-elles ? A-t-il bien calculé les paramètres ? Le 25 novembre, un mercredi, après la pause déjeuner, Gromov s'approcha d'Evgueni à son poste de travail. Le visage du chef d'atelier était impénétrable. « Patton, viens avec moi. » Evgueni retira son masque et suivit Gromov. Ils traversèrent tout l'atelier, sortirent dans le couloir, montèrent au 2e étage, où se trouvaient les bureaux des ingénieurs. Gromov ouvrit la porte du bureau du chef de laboratoire, Boris Mikhailovitch Zaïtsev. Zaïtsev était un ingénieur âgé de 61 ans, aux cheveux gris et à moustache. Il travaillait à l'usine depuis l'année 29 et connaissait tout ce qu'il était possible de savoir sur les métaux. Sur son bureau se trouvaient les protocoles d'essai et 3 échantillons soudés. « Boris Mikhailovitch, dit Gromov, voici le soudeur Patton qui a fait ces échantillons. » Zaïtsev regarda Evgueni par-dessus ses lunettes. « Tu as soudé ces échantillons ?»« Oui, répondit Evgueni. Quels paramètres as-tu utilisés ?» Evgueni indiqua angle de l'électrode, vitesse de soudage, intensité du courant, tension de l'arc. Zaïtsev écoutait en hochant la tête. « Tu sais que ces paramètres ne correspondent pas à la fiche technologique ? Je sais. Tu sais que la violation de la technologie est punie selon les lois du temps de guerre ? Je sais, dit Evgueni. Son cœur battait fort, mais il restait calme. Zaïtsev prit l'un des protocoles et commença à lire à haute voix. Échantillon numéro 1. L'analyse métallographique montre une pénétration complète, sur toute la longueur de la soudure. La structure du métal est homogène, à grains fins, les pores sont absents, les fissures sont absentes. Contrôle radiographique, aucun défaut détecté. Test de rupture, la destruction s'est produite dans le métal de base, et non dans la soudure. La résistance de la soudure est de 112% de la résistance du métal de base. Zaïtsev leva les yeux vers Evgueni. 112%. Ta soudure est plus solide que la plaque de blindage. Tu comprends ce que cela signifie ? Que la soudure est de qualité, dit Evgueni avec hésitation, cela signifie que ta soudure est meilleure que les soudures que nous faisons selon la technologie approuvée. J'ai vérifié l'échantillon numéro 2 et l'échantillon numéro 3, les résultats sont les mêmes. Les 3 soudures ont montré une résistance de 109 à 115%. Toutes ont passé la radiographie sans remarque,
toutes ont une excellente structure métallique. Evgueni ne pouvait pas en croire ses oreilles. Donc la méthode fonctionne. La méthode fonctionne, confirma Zaïtsev. De plus, elle fonctionne mieux que l'ancienne méthode. Tes soudures sont de meilleure qualité et plus solides, et en même temps tu les soudes 1,5 fois plus rapidement. Comment as-tu réussi cela ? Evgueni expliqua sa logique. Il raconta comment il observait les soudeurs expérimentés, comment il remarquait qu'ils s'écartaient intuitivement des instructions, comment il avait décidé de systématiser ces écarts et de trouver les paramètres optimaux. Il parla de ses notes, de ses expériences la nuit, de ses tests de flexion. Zaïtsev écoutait attentivement. Quand Evgueni eut fini, l'ingénieur retira ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. « Tu sais, Patton, je travaille dans cette usine depuis 13 ans et j'ai vu beaucoup de bons ouvriers, mais tu es le premier qui a abordé le soudage non pas comme un artisan, mais comme un chercheur. Tu n'as pas simplement exécuté les instructions, tu as étudié le processus, analysé, expérimenté. C'est la bonne approche. C'est ainsi que travaillent les vrais ingénieurs. Merci, dit Evgueni. Mais il y a un problème, continua Zaïtsev. Ta méthode diffère de la technologie approuvée. Pour l'implémenter dans la production, il faut modifier la fiche technologique, et pour cela, il faut l'autorisation de l'institut qui l'a développé. Il faut l'autorisation du commissariat du peuple. Cela prendra des mois, peut-être 6 mois. Mais nous ne pouvons pas attendre 6 mois, dit Gromov. Nous devons accomplir le plan maintenant. Chaque jour de retard, ce sont des chars perdus au front. Je comprends, dit Zaïtsev, mais je ne peux pas autoriser officiellement l'utilisation d'une technologie non approuvée. Ce serait une violation. On me destituera. Un lourd silence s'installa. Evgueni sentait comment l'espoir qui s'était enflammé en lui après les résultats des tests commençait à s'éteindre. Donc tout cela pour rien. La méthode fonctionne, elle a approuvé, mais on ne peut pas l'utiliser à cause de la bureaucratie. Gromov regarda Zaïtsev. Boris Mikhailovitch, et si nous faisions ainsi ? J'autoriserai Patton à souder une coque d'essai avec sa méthode. Nous ne dirons à personne que la technologie a été modifiée, simplement une coque dans le flux général. Vous vérifierez cette coque particulièrement soigneusement. Toutes les soudures, tous les assemblages. Si la coque passe l'acceptation, cela signifie que la méthode fonctionne vraiment. Alors nous pourrons nous adresser au directeur de l'usine, montrer les résultats, demander une autorisation d'urgence pour la mise en œuvre. Zaïtsev réfléchit. C'est un risque. Si la coque s'avère défectueuse et part au front, nous serons responsables. La coque ne partira pas au front tant que vous ne l'aurez pas vérifiée, dit Gromov, je le garantis. Nous la retiendrons au contrôle. S'il y a le moindre défaut, nous l'enverrons pour ressoudage. Zaïtsev regarda Evgueni. Es-tu sûr de pouvoir souder une coque entière avec ta méthode ? Ce n'est pas 2 mètres de soudure d'essai. Ce sont 32 mètres de soudure différentes dans différentes positions, sur différentes épaisseurs de métal. Je m'en sortirai, dit Evgueni. Il n'y avait pas un gramme de doute dans sa voix. Zaïtsev soupira. Bien, une coque d'essai, mais à une condition. Je contrôlerai chaque soudure personnellement. Et si ne serait-ce qu'une seule soudure est défectueuse, l'expérience s'arrête immédiatement. D'accord ? dit Gromov. Le 26 novembre 1942, le jeudi matin, Evgueni Patton commença à souder la coque d'essai du char T-34 avec la nouvelle méthode. Gromov lui alloua un stand d'assemblage séparé dans le coin éloigné de l'atelier, où il y avait moins d'agitation et de bruit. On y livra un ensemble de plaques de blindage pour une coque. La plaque inférieure, 2 plaques latérales, la plaque avant, la plaque arrière, le toit, les cloisons. Tout cela devait être soudé en une construction unique. Evgueni travaillait méthodiquement. Il commença par la soudure la plus simple, la jonction de la plaque inférieure avec le flanc arrière. C'était une soudure droite de 1,80 m, dans une position confortable, sur du métal de 45 mm d'épaisseur. Evgueni plaça l'électrode à 75 degrés, alluma l'arc et conduisit la soudure à une vitesse de 30 cm par minute. Le métal fondait uniformément, le bain se déplaçait en une belle vague, la soudure se déposait parfaitement. Evgueni termina en 6 minutes. Avec l'ancienne technologie, cela aurait pris 9 minutes. Zaïtsev se tenait à côté avec un chronomètre. Il nota le temps, puis s'approcha de la soudure et l'examina avec une loupe. Propre, sans projection, sans pore, largeur correcte, hauteur correcte. Il hocha la tête. Continue. Evgueni passa à la 2e soudure, la jonction de la plaque inférieure avec le flanc avant. Cette soudure était plus difficile,
car la plaque avant était inclinée à 30 degrés. Il fallait souder dans une position inconfortable. Evgueni s'adapta, changea la prise de l'électrode, commença à souder. La soudure ne devint pas plus facile, mais la méthode fonctionnait. Temps 7 minutes au lieu de 10. Zaïtsev vérifia de nouveau, tout était propre. 3e soudure. 4e. 5e. À midi, Evgueni avait soudé 12 soudures sur 30. Tout n'a pas certes le contrôle visuel de Zaïtsev. Toutes furent effectuées plus rapidement que la norme. Le garçon partit déjeuner à la cantine de l'usine. Il était épuisé. Le soudage exigeait une concentration totale et la pression de la responsabilité était énorme. Il mangea sa ration, une assiette de soupe aux choux congelés, de la bouillie de millet avec un petit morceau de lard, 800 grammes de pain, but de l'eau bouillante du samovar et retourna à l'atelier. L'équipe de jour travaillait à plein régime. Autour, les marteaux résonnaient, les arcs de soudage crépitaient, les grues claquaient. Mais dans le coin où travaillait Evgueni, c'était relativement calme. Gromov avait ordonné que personne ne dérange le garçon. Les ouvriers le regardaient avec curiosité, mais ne s'approchaient pas. Des rumeurs circulaient que le gamin avait inventé quelque chose de nouveau, que les ingénieurs le vérifiaient, que la direction surveillait l'expérience. Evgueni ne prêtait pas attention au regard, il se concentrait sur le travail. 13e soudure, jonction des flancs avec le toit. C'était une soudure au plafond, la plus difficile. Il fallait souder au-dessus de la tête. Les étincelles et les projections de métal tombaient. Il fallait une technique particulière, une précision particulière. Evgueni inclina l'électrode encore plus, à 80 degrés. Pour mieux voir le bain, conduisit la soudure plus lentement que d'habitude, non pas 30, mais 25 cm par minute. Mais même cette vitesse était plus rapide que la norme pour une soudure au plafond, qui était de 15 cm par minute. La soudure réussit. Zaïtsev vérifia. Propre. 14e, 15e, 16e. À la fin de l'équipe de jour, Evgueni avait terminé 24 soudures sur 32. Il était au bord de l'épuisement. Ses mains tremblèrent de fatigue. Ses yeux pleuraient à cause de la lumière vive de l'arc. Son dos lui faisait mal, des inclinaisons constantes, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La coque devait être prête aujourd'hui, pour qu'on la vérifie demain et qu'on donne une conclusion. Gromov s'approcha de lui. « Patton, rentre chez toi. Repose-toi, tu finiras demain. »« Non, dit Evgueni, je finirai aujourd'hui. Tu es debout depuis 12 heures. Tu vas tomber devant le poste. »« Je ne tomberai pas. Je dois finir. » Gromov regarda le visage obstiné du garçon et comprit qu'il était inutile de discuter. « D'accord, mais je reste avec toi. Si quelque chose arrive, je te couvrirai. » Evgueni hocha la tête et retourna au travail. L'équipe du soir remplaça celle du jour. L'atelier continuait à fonctionner. Evgueni soudait la 25e soudure, la 26e, la 27e. Zaïtsev resta aussi, bien que sa journée de travail soit terminée depuis longtemps. Il était assis sur une caisse près du support, fumait de la makhorka et surveillait chaque mouvement du garçon. 28e soudure. La jonction de la cloison avec le fond, un endroit complexe. Difficile d'accès. Evgueni s'allongea sur le dos, glissa sa main avec l'électrode dans l'étroite fente entre les plaques, alluma l'arc à l'aveugle, s'orientant uniquement au son et aux sensations. Il soudait de mémoire, au feeling du métal. Il termina. Zaïtsev y glissa un miroir à long manche, éclaira avec une lampe de poche, examina la soudure, hocha la tête. Bien. 29e, 30e, 31e. La dernière, 32e soudure. La jonction de l'écoutille du mécanicien conducteur avec la plaque avant. Une soudure circulaire nécessitant précision et soin. Evgueni fit lentement le tour de tout le périmètre de l'écoutille avec l'électrode. Il termina, éteignit l'arc, retira son masque. C'était fini. La coque était prête. Evgueni regarda sa montre. 23h17. Il avait travaillé 13 heures, avec 2 courtes pauses pour manger. Il avait soudé 32 mètres de soudure. Avec l'ancienne technologie, cela aurait pris 7 heures, 20 minutes de temps pur de soudage, plus le temps pour les déplacements, l'installation, le nettoyage. Total 9 heures. Evgueni s'en était sorti en 4 heures, 40 minutes de temps. Pur de soudage. C'était 2 fois plus rapide. Si l'on considère qu'il n'avait pas d'assistant, qu'il faisait tout lui-même,
qu'il était épuisé et travaillait plus lentement que ses capacités, le gain réel de temps était encore plus important. Avec une organisation normale du travail, avec des assistants, avec plusieurs soudeurs travaillant en parallèle, la coque pouvait être faite non pas en 7 heures, mais en 3. Gromov s'approcha et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Bien joué. Je ne croyais pas que tu tiendrais, mais tu as prouvé. Va dormir. Demain sera une journée difficile. » Evgueni voulut demander ce qui se passerait demain, mais sa langue ne lui obéissait pas de fatigue. Il hocha la tête, retira sa combinaison de travail et traîna les pieds jusqu'au dortoir. Il atteignit son lit, s'y effondra tout habillé et sombra dans le sommeil instantanément. Le matin du 27 novembre, un vendredi, Evgueni se réveilla parce que quelqu'un le secouait par l'épaule. Il ouvrit les yeux et vit le visage du contremaître d'équipe. « Bâton, lève-toi, le directeur de l'usine te demande. » Evgueni bondit. Le directeur, Isaac Moïsseïevitch Zaltsman, directeur légendaire qui avait évacué l'usine Kirov de Leningrad à Tcheliabinsk et organisé la production de chars dans des conditions inimaginables. Pourquoi convoque-t-il un soudeur de 15 ans ? Le garçon se lava rapidement à l'eau froide, se peigna, enfila une chemise propre et courut à l'usine. Il monta au 3e étage du bâtiment administratif où se trouvait le bureau du directeur. La secrétaire dit « Entre !» Evgueni poussa la porte. Dans le bureau, derrière un grand bureau, était assis Zaltsman, un homme de 50 ans avec des yeux intelligents et un visage volontaire. À côté de lui se tenait Zaïtsev, avec une épaisse liasse de documents. À la fenêtre se tenaient Ram Gromov et 2 autres hommes en uniforme militaire qu'Evgueni ne connaissait pas. Zaltsman regarda le garçon qui entrait. « Tu es Bâton ?»« Oui, camarade directeur, assieds-toi. » Evgueni s'assit sur le bord de la chaise, le cœur battant. Zaltsman ouvrit le dossier qui se trouvait devant lui. « Boris Mikhailovitch m'a parlé de ton expérience. Il a vérifié la coque que tu as soudée hier. Les 32 soudures ont passé le contrôle. Toutes correspondent aux exigences de résistance. Certaines dépassent même la norme. De plus, tu as soudé la coque 2 fois plus vite que la norme. Ai-je bien compris ? C'est exact, camarade directeur. Tu as modifié la technologie sans permission. Tu comprends que c'est une violation de la discipline ? Je comprends. Mais je voulais aider l'usine à remplir le plan. Zaltsman sourit. Aider l'usine. 15 ans et tu penses déjà au plan. Bien. Explique-moi pourquoi ta méthode fonctionne mieux que la méthode développée par l'Institut de soudure électrique. Evgueni rassembla ses pensées et commença à expliquer. Il parla de ses observations des soudeurs expérimentés, de ses notes dans le cahier, de ses expériences avec l'angle de l'électrode et la vitesse de soudage, des tests sur les échantillons. Il expliqua que l'instruction de l'Institut avait été écrite pour des conditions idéales, alors que dans la production réelle, les conditions étaient loin d'être idéales. Sa méthode tenait compte de ces conditions réelles et donnait un meilleur résultat. Zaltsman écouta attentivement, puis se tourna vers l'un des militaires. « Colonel Voronov, votre opinion ?» Le colonel, c'était le représentant militaire de l'usine. Le représentant de l'armée rouge qui contrôlait la qualité de la production répondit « Si la méthode donne de tels résultats, il faut l'implémenter immédiatement. La question est seulement de savoir si on peut le faire sans coordination avec l'Institut et le commissariat du peuple. » « On peut, dit le 2e militaire, colonel du service d'ingénierie technique. Nous sommes en temps de guerre. L'ordre du comité d'État de la défense numéro 1671 du 5 août 1942 est en vigueur. Selon cet ordre, le directeur d'une entreprise de défense a le droit d'apporter des modifications à la technologie de production si ces modifications augmentent la production et ne réduisent pas sa qualité. Seule une notification au commissariat du peuple après coup est requise. Zaltsman hocha la tête. Donc, formellement, nous pouvons implémenter la méthode de Bâton dès aujourd'hui. Oui, mais je recommanderais d'abord de former les soudeurs, de mener des tests supplémentaires sur plusieurs coques, de s'assurer que la méthode fonctionne non seulement chez Bâton lui-même, mais aussi chez d'autres travailleurs. Combien de temps cela prendra-t-il ? 1 semaine ? Peut-être 2. Nous n'avons pas 2 semaines, dit fermement Zaltsman. Le plan brûle. Le front exige des chars maintenant. Pas dans 2 semaines. Nous ferons ainsi. Gromov sélectionnera 10 des meilleurs soudeurs. Bâton commencera à les former dès aujourd'hui. Demain, ils souderont 10 coques d'essai avec la nouvelle méthode. Zaïtsev vérifiera chaque coque. Si au moins 8 sur 10 passent pour le contrôle, nous implémentons la méthode dans toute l'usine dès lundi.
Si moins de 8, nous revenons à l'ancienne technologie et attendons la coordination avec l'Institut. D'accord » Tous hochèrent la tête. Zaltzman regarda Evgeny. « Bâton, tu t'en sortiras ? Tu pourras enseigner à 10 personnes en une journée ?»« Je peux, » dit Evgeny. « Alors commence tout de suite. Gromov affecte-lui des gens. Zaïtsev prépare le laboratoire. Tout le monde est libre. » Le matin du même jour, 27 novembre, dans la salle de classe de l'atelier numéro 3, 10 soudeurs se réunirent. Gromov avait sélectionné les meilleurs, 6 hommes et 4 femmes, tous avec une expérience de travail de 2 à 20 ans. Parmi eux se trouvait oncle Vania, maître de 62 ans, et tante Masha, la soudeuse la plus rapide de l'usine. Il y avait aussi de jeunes travailleurs. Vassili Kuznetsov, 20 ans, Anna Solovieva, 22 ans. Evgueni se tenait devant eux au tableau. Il était mal à l'aise. Il était plus jeune que tous les présents de 2, 3, 4 fois. Il était un gamin et eux, des ouvriers expérimentés. Mais une mission est une mission. Camarades, commença Evgeny, je vais vous montrer une nouvelle méthode de soudage qui permet de travailler plus vite, sans perte de qualité. L'essence de la méthode est le changement de l'angle de l'électrode et de la vitesse de soudage. Au lieu de 60 degrés, nous tenons l'électrode à 75 degrés. Au lieu de 200 cm par minute, nous menons à une vitesse de 30 cm par minute. Oncle Vania leva la main. Gare, je soude depuis 38 ans. On m'a appris à tenir l'électrode à 60 degrés. Pourquoi changer ce qui fonctionne ? Parce qu'à 75 degrés, le métal se pénètre plus profondément, répondit Evgeny. Le bain devient plus stable. Cela permet de mener l'électrode plus vite sans craindre la pénétration insuffisante. J'ai vérifié cela sur des échantillons. Le laboratoire a confirmé, les soudures sont aussi résistantes qu'avec l'ancienne méthode, mais la vitesse est supérieure d'1,5 fois. Tante Masha demanda « Et comment cela se présente-t-il en pratique ?» Montre. Evgeny hocha la tête. « Allons à l'atelier, je montrerai sur du métal réel. » Ils passèrent à l'atelier. Evgeny installa 2 plaques blindées sur la table de soudage, les fixa, mit son masque, alluma l'arc. Les 10 soudeurs l'entourèrent, observant chaque mouvement. Evgeny mena la soudure. Électrode à 75 degrés, mouvement rapide, assuré. Le bain coulait uniformément, le métal fondait magnifiquement. Après 3 minutes, la soudure était prête. Evgeny retira son masque. Les soudeurs se penchèrent sur la soudure, l'examinant. Propre, reconnut oncle Vania. Régulier, mais trop rapide. J'ai peur de souder ainsi. Et si la pénétration est insuffisante ? Il n'y aura pas de pénétration insuffisante, dit Evgeny. Si on maintient le bon angle et la bonne vitesse, je vais vous montrer comment faire. Essayez vous-même. Un après l'autre, les soudeurs s'approchèrent du support et essayèrent la nouvelle méthode. Au début, ça allait mal. L'habitude de tenir l'électrode à l'ancien angle était forte. Les mains bougeaient automatiquement, n'obéissèrent pas. Les soudures sortaient irrégulières, ondulées. Evgeny circulait entre les soudeurs, corrigeait chacun, disait « Angle plus raide, n'ayez pas peur, mouvement plus rapide, le métal tiendra. Regardez le bain, contrôlez la profondeur de pénétration. » À midi, les 10 soudeurs avaient plus ou moins maîtrisé la nouvelle méthode. Les soudures commençaient à sortir mieux, la vitesse augmentait. Après le déjeuner, Gromov ordonna d'allouer 10 supports d'assemblage pour les élèves. Sur chaque support, on livra un ensemble de plaques blindées pour une coque. La tâche était simple. Chaque soudeur devait souder une coque complète avec la nouvelle méthode d'ici la fin de la journée de travail. Les soudeurs se mirent au travail. Evgeny circulait entre les supports, aidait, conseillait, corrigeait les erreurs. Oncle Vania s'en sortait bien. Son immense expérience l'aidait à s'adapter rapidement à la nouvelle technique. Tante Masha réussissait aussi, mais les jeunes avaient des problèmes. Anna Solovieva ne pouvait pas s'habituer au nouvel angle. Ses soudures sortaient irrégulières. Vassili Kuznetsov se pressait trop, menait l'électrode plus vite que nécessaire et obtenait une pénétration insuffisante. Evgeny les arrêtait, expliquait les erreurs, les forçait à refaire les soudures. À la fin de la journée, 9 coques étaient prêtes. Une coque, celle que soudait Anna Solovieva, n'était pas terminée. Il lui restait encore 4 soudures. Elle pleurait de fatigue et de désespoir. Evgeny s'approcha d'elle.
Anna, ne pleure pas, tu es fatiguée. Repose-toi 15 minutes, puis tu termineras. Je n'aurai pas le temps, sanglotait-elle. Tout le monde a déjà fini, et moi, tu auras le temps. Tu y arrives, il faut juste un peu plus de temps, c'est normal. Anna essuya ses larmes, but de l'eau, reprit son souffle. 15 minutes plus tard, elle retourna au support et souda les soudures restantes. Sa coque était prête. Maintenant commençait la vérification. Zaïtsev, avec 2 laborantins, vérifiait chaque coque. Ils examinaient les soudures avec des loupes, mesuraient la largeur et la hauteur du cordon, frappaient le métal avec des marteaux, écoutant le son. Puis ils prélevaient des échantillons pour les tests de laboratoire, découpaient des sections de soudure avec des scies spéciales, les numérotaient, les envoyaient à la métallographie et au rayon X. La vérification prit toute la nuit. Evgueni resta à l'usine, bien qu'il pût partir. Il ne pouvait pas dormir. Ne connaissant pas les résultats, il restait assis dans le fumoir de l'atelier, buvait du thé fort et attendait. Le matin du 28 novembre, un samedi, Zaïtsev sortit du laboratoire. Son visage était fatigué mais satisfait. « Bâton, où est le directeur ?»« Je ne sais pas, » répondit Evgueni. « Trouve Gromov, qu'il convoque d'urgence une réunion. » Evgueni courut chercher Gromov, le trouva dans le bâtiment d'ingénierie. Gromov appela Zaltzman. 40 minutes plus tard, dans le bureau du directeur, tous se réunirent à nouveau. Zaltzman, Zaïtsev, Gromov, les représentants militaires. Zaïtsev posa sur la table les protocoles d'essai. Sur les 10 coques, 9 ont passé tous les tests sans remarque. Une coque, numéro 7, soudée par Kuznetsov, a 2 pénétrations insuffisantes. Sur les soudures numéro 12 et numéro 18, une resoudure est nécessaire. Les 9 autres coques correspondent entièrement au standard. La résistance des soudures va de 107 à 116% de la résistance du métal de base. Le temps moyen de soudage d'une coque est de 4h26 minutes. C'est 42% plus rapide que la norme. Zaltzman regarda le colonel Voronov. 9 sur 10, c'est plus de 80%. Êtes-vous d'accord que la méthode fonctionne ? D'accord, dit Voronov. Je recommande l'implémentation. Zaltzman se tourna vers Gromov. Combien de soudeurs avons-nous dans l'atelier numéro 3 ? 112 personnes. Combien de temps faut-il pour les former tous ? Gromov réfléchit. Si on utilise les 10 que nous avons déjà formés comme instructeurs et qu'on enseigne par équipe, 1 semaine, peut-être 5 jours. 3 jours, dit Zaltzman. Vous avez 3 jours. D'ici mardi, tous les soudeurs doivent maîtriser la nouvelle méthode. Mercredi, toute l'usine passe à la nouvelle technologie. Le 29 novembre commença la formation de masse. Les 10 soudeurs qui avaient déjà maîtrisé la méthode de bâton devinrent instructeurs. Chaque instructeur reçut un groupe de 10 élèves. Gromov organisa une formation accélérée. 2 heures de théorie, 4 heures de pratique sur des échantillons d'entraînement, 2 heures de pratique sur des coques réelles. Chaque élève devait souder au moins une coque complète sous la surveillance de l'instructeur. Evgueni coordonnait le processus. Il circulait entre les groupes, aidait les instructeurs, répondait aux questions, corrigeait les erreurs typiques. Il ne dormait presque pas. Il travaillait de 9h du matin à 23h le soir, dormait 5 heures, et retournait à l'usine. Le soir du 29 novembre, 30 soudeurs avaient maîtrisé la nouvelle méthode. Le 30 novembre, 40 personnes supplémentaires furent formées. Le 1er décembre, encore 30 personnes. Le 2 décembre, un mardi, Gromov rapporta à Zaltzman. Les 112 soudeurs de l'atelier numéro 3 sont prêts à travailler selon la nouvelle technologie. Le rebut pendant la formation s'est élevé à 14%. C'était un chiffre acceptable. Zaltzman émit un ordre. À partir du 3 décembre 1942, tout l'atelier numéro 3 passe à la méthode de soudage rapide de bâton. L'ancienne carte technologique est annulée. Une nouvelle carte est introduite, développée sur la base des paramètres d'Evgueni. Le 3 décembre, l'usine commença à travailler différemment. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Le premier jour, 3 décembre, l'atelier numéro 3 produisit 16 coques au lieu des 10 habituelles. C'était une croissance de 60%. Le 4 décembre, 18 coques. Le 5 décembre, 20 coques. Le 6 décembre, 22 coques. La croissance était non linéaire mais exponentielle parce que les soudeurs s'habituaient à la nouvelle méthode, prenaient
de la vitesse, de l'assurance. Le rebut diminua de 14% le premier jour à 8% à la fin de la semaine. Mais 22 coques par jour, c'était quand même moins que le maximum théorique. Evgueni calculait qu'on pouvait atteindre 30 coques par jour si on optimisait non seulement le soudage, mais aussi les opérations adjacentes, l'approvisionnement en métal, le nettoyage des soudures, le contrôle qualité. Il écrivit une note au rapport à Gromov avec des propositions pour améliorer l'organisation du travail. Gromov transmit la note à Salzman. Salzman convoqua Evgueni et dit « Fais-le ». Evgueni passa encore une semaine à analyser les goulets d'étranglement dans le processus de production. Il découvrit que les soudeurs perdaient du temps en attendant l'approvisionnement en métal. Les grutiers n'avaient hélas pas le temps de livrer les plaques blindées au support assez rapidement. Evgueni proposa de modifier le schéma de mouvement des grues, d'ajouter des entrepôts intermédiaires de métal près des supports pour que les soudeurs n'attendent pas. Un autre goulet d'étranglement, le nettoyage des soudures. Après le soudage, les soudures devaient être nettoyées du laitier et des projections de métal. Cela se faisait manuellement avec des marteaux et des brosses. Evgueni proposa d'utiliser des machines de nettoyage pneumatiques qui travaillaient 10 fois plus vite. Troisième goulet d'étranglement, le contrôle qualité. Zaïtsev et ses laborantins n'avaient pas le temps de vérifier toutes les coques. La file d'attente pour le contrôle atteignait 2 jours. Evgueni proposa d'augmenter l'effectif du laboratoire et aussi d'introduire un contrôle par échantillonnage au lieu d'un contrôle continu. Vérifier non pas chaque coque, mais 1 sur 5, mais très soigneusement. Les autres coques vérifiées seulement visuellement. Salzman accepta toutes les propositions. Au cours de décembre, tous les changements furent implémentés. Le 20 décembre, l'atelier numéro 3 produisait 34 coques par jour. C'était 3,4 fois plus qu'au début de novembre. L'usine dans son ensemble augmenta sa production de 22 chars par jour à 34. La croissance fut de 54,5%. Mais Salzman voulait davantage. Il comprenait que la méthode de bâton pouvait être appliquée non seulement dans l'atelier numéro 3, mais aussi dans d'autres ateliers où le soudage était également utilisé. Dans l'atelier numéro 5, on soudait les tourelles de chars, dans l'atelier numéro 7, les réservoirs de carburant. Dans l'atelier numéro 9, les coques des canons automoteurs. Salzman ordonna d'étendre la méthode de bâton à tous les ateliers de soudage de l'usine. À la fin décembre, 340 soudeurs travaillaient à l'usine selon la nouvelle technologie. La production était passée à 47 chars par jour. Le 1er janvier 1943, Salzman fit le bilan de décembre. En un mois, l'usine avait produit 1262 chars. C'était un record absolu. Le plan pour décembre prévoyait 800 chars. Dépassement de 57,5%. Salzman convoqua Evgueni dans son bureau. « Patton, grâce à ta méthode, nous avons produit 462 chars de plus que prévu. Ces chars ont déjà été envoyés au front. Ils combattent maintenant sous Stalingrad, sous Leningrad, dans le Caucase. Tu comprends ce que cela signifie ?»« Je comprends, camarade directeur. »« Non, tu ne comprends pas, » dit Salzman. 462 chars, c'est plus qu'une armée de chars. Ce sont 2 corps de chars ou 6 brigades de chars. C'est un changement de l'équilibre des forces sur tout un front. Grâce à toi, le commandement a pu créer de nouveaux groupements de frappe qui n'auraient pas existé autrement. Evgueni se taisait. Il ne savait pas quoi répondre. Salzman continua. « J'ai envoyé un rapport au commissariat populaire de l'industrie des chars. J'ai décrit ta méthode, joint les résultats des tests, recommandé de l'introduire dans toutes les usines de chars du pays. Le commissaire a accepté. Dès janvier, ta méthode est introduite à l'usine Uralmash, à l'usine numéro 183 à Nijni Tagil, à l'usine numéro 37 à Sverdlovsk. Si tout se passe bien, en février, toutes les usines de chars de l'Union soviétique travailleront selon ta technologie. Toutes, ne put croire Evgueni. Tout cela augmentera la production de chars dans le pays de 30 à 40%. Nous produirons non pas 2000 machines par mois, mais 3000. Cela changera le cours de la guerre. » Salzman se leva, contourna la table, s'approcha d'Evgueni et posa la main sur son épaule. « Merci à toi, mon gars. Tu as fait plus que beaucoup de généraux. Janvier 1943 devint le mois du triomphe pour la méthode de Patton. Le 5 janvier, à l'usine Uralmash à Sverdlovsk, commencèrent les premiers essais de la nouvelle technologie.
une brigade d'instructeurs de Tcheliabinsk y arriva. 8 personnes dirigées par Oncle Vania. Ils formèrent le premier groupe de soudeurs locaux. Les résultats furent aussi bons qu'à Tcheliabinsk. La vitesse augmenta d'1,5 fois. La qualité ne chuta pas. Le 10 janvier, la méthode fut introduite à l'usine numéro 183 à Nijni Tagil. C'était une usine gigantesque, produisant plus de chars que n'importe quelle autre usine du pays. Si la méthode fonctionnait ici, l'augmentation de production serait colossale. L'ingénieur en chef de l'usine, Alexandre Petrovitch Fyodorov, fut d'abord sceptique face à l'innovation. C'était un ingénieur de la vieille école qui ne faisait pas confiance aux inventions de gamins de 15 ans. Mais quand il vit les résultats des tests, quand il vérifia lui-même les premières coques, soudées selon la méthode de Patton, il changea d'avis. « Ça marche », dit-il à ses ingénieurs. Je ne comprends pas pourquoi nos théoriciens d'institut n'y ont pas pensé plus tôt. Mais puisque ça marche, nous l'introduisons immédiatement. Fin janvier, la méthode de Patton était utilisée dans les 5 plus grandes usines de chars du pays. À Tcheliabinsk, Sverdlovsk, Nijni Tagil, Gorky et Omsk. Ces 5 usines fournissaient 82% de tous les chars soviétiques. Les résultats furent stupéfiants. La production totale de chars T-34 en janvier 1943 s'éleva à 2917 machines contre 2112 en décembre 1942, une augmentation de 805 chars ou 38%, mais les chiffres ne reflétaient pas tout le tableau. Il ne s'agissait pas seulement de quantité, mais aussi de temps. L'usine de Tcheliabinsk avait rempli le plan annuel en 3 mois au lieu de 12. Cela signifiait qu'en avril, l'usine disposerait d'une réserve de capacité qui pourrait être utilisée pour des commandes supplémentaires. Le quartier général du commandement suprême suivait attentivement la croissance de la production. Fin janvier, une commission du quartier général arriva à Tcheliabinsk, 3 généraux et un groupe d'officiers. Ils inspectèrent l'usine, étudièrent la documentation, parlèrent aux ouvriers et aux ingénieurs. La commission était dirigée par le général de corps d'armée des troupes blindées, Yakov Nikolaevitch Fedorenko, chef de la direction principale de l'automobile blindage de l'armée rouge. C'était le principal général des chars du pays, l'homme responsable de toutes les forces blindées. Fedorenko rencontra Evgueni Patton personnellement. La rencontre eut lieu le 26 janvier dans le bureau du directeur Salzman. Evgueni entra et vit un homme grand en uniforme de général avec 2 étoiles sur les épaulettes. Le général était assis dans un fauteuil, fumait une cigarette et étudiait des documents. « Camarade général de corps d'armée, voici le soudeur Patton dont je vous ai parlé », présenta Salzman. Fedorenko leva les yeux, examina le garçon de la tête aux pieds. « Quel âge as-tu »« 15 ans, camarade général de corps d'armée. »« 15 ans, répéta Fedorenko. Et tu en parais 12, maigre comme un clou. On te nourrit ici, ils me nourrissent, camarade général de corps d'armée. Normalement, ils me nourrissent. Fedorenko sourit. Normalement. Bon, assieds-toi, ne reste pas planté là. Evgueni s'assit. Fedorenko écrasa sa cigarette, se renversa dans son fauteuil. J'ai lu le rapport sur ta méthode, étudié les résultats des tests, parlé aux ingénieurs, aux ouvriers, aux représentants militaires. Tous disent la même chose. La méthode fonctionne. La production a augmenté, la qualité n'a pas baissé. C'est vrai ? C'est vrai, camarade général de corps d'armée. Bien. Maintenant, dis-moi, tu comprends ce que tu as fait ? Evgueni ne savait pas quoi répondre. J'ai modifié la technologie de soudage. Tu as changé le cours de la guerre, dit Fedorenko. Peut-être ne le comprends-tu pas encore, parce que tu es ici à l'arrière et la guerre est là-bas, au front. Mais je vais t'expliquer. En décembre, j'avais 15 corps de chars. L'effectif en machine était de 34%, c'est-à-dire que dans chaque corps, il manquait un tiers des chars. Les commandants demandaient des renforts, et je n'avais rien à leur donner. Les usines ne suivaient pas, les pertes au front dépassaient la production. Fedorenko se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda la cour de l'usine où se trouvaient donc des rangées de chars prêts, couverts de bâches. En janvier, la situation a changé. Grâce à ta méthode, les usines m'ont donné 800 chars de plus que prévu. 800 chars, c'est 5 corps de chars, ou 20 brigades de chars, ou 160 compagnies. Tu comprends ce que cela signifie ? Pas tout à fait, camarade général de corps d'armée. Cela signifie que j'ai pu créer une réserve. J'ai maintenant des chars que je peux jeter sur le secteur décisif au moment nécessaire. Cela signifie que notre commandement
peut planifier des opérations offensives qui étaient auparavant impossibles par manque de matériel. Cela signifie que nous passons de la défense à l'offensive. Fedorenko se tourna vers Evgueni. « Tu as entendu parler de la bataille de Stalingrad ?»« Oui, j'écoute les communiqués. Chaque jour, nous avons encerclé là-bas une armée allemande. 300 000 hommes dans la poche. Ils tentent de percer. On les ravitaille par air. Ils résistent encore, mais leur sort est scellé. Nous les détruirons. Tu sais pourquoi ? Parce que nous sommes plus forts. Parce que nous avons des chars, dit Fedorenko. Beaucoup de chars. Suffisamment pour tenir le cercle d'encerclement et repousser toutes les tentatives de percer. Si j'avais eu 500 chars de moins, les Allemands auraient là-bas percé. Si j'avais eu 1000 chars de moins, nous n'aurions même pas pu les encercler. Il s'approcha d'Evgueni, posa la main sur son épaule. Ta méthode nous a donné ces chars. Toi, gamin de 15 ans, assis devant un poste de soudage à Tcheliabinsk, tu as influencé l'issue de la bataille de Stalingrad. Pense à cela. Evgueni se taisait. Il pensait réellement. Il essayait de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Il voulait simplement aider l'usine à remplir le plan. Il avait vu un problème, trouvé une solution, l'avait vérifié, mise en œuvre. C'était une simple tâche d'ingénierie. Mais il s'avéra que la solution de cette tâche avait changé l'équilibre des forces au front, sauvé des milliers de vies, rapproché la victoire. Fedorenko retourna à son fauteuil, s'assit, alluma une nouvelle cigarette. « Je ne suis pas venu ici seulement pour te remercier. Bien que tu mérites des remerciements, j'ai déjà signé une proposition de décoration pour toi. Tu recevras l'ordre de l'Étoile Rouge après la guerre, quand tu seras grand. Actuellement, on ne donne pas de décoration aux mineurs. Merci, camarade général de corps d'armée. Je suis venu pour dire, ta méthode doit être développée davantage. Actuellement, elle fonctionne dans les usines de chars. Mais le soudage n'est pas utilisé seulement dans la production de chars. Il est utilisé dans la construction de ponts, de navires, d'avions, de pièces d'artillerie, de trains blindés, partout où il faut assembler du métal. Si ta méthode peut être appliquée dans tous ces domaines, cela donnera un effet colossal pour toute l'industrie. Je pense que c'est possible, dit Evgueni. Le principe est le même, seule l'épaisseur du métal et le type de soudure changent. Mais exactement, approuva Fedorenko. C'est pourquoi le quartier général a pris la décision de créer une commission spéciale qui s'occupera de diffuser ta méthode dans toute l'industrie de défense. Cette commission comprendra des représentants de tous les commissariats, des chars, de l'aviation, de l'armement, de la construction navale, des voies de communication. La commission sera dirigée par ton père, l'académicien Paton. Tu travailleras avec lui comme consultant. Evgueni ne s'y attendait pas. Moi, consultant ? Qui d'autre que toi connaît le mieux ta méthode ? Tu l'as inventée, tu l'as vérifiée, tu as formé les autres. Donc c'est toi qui expliqueras comment l'appliquer dans différentes conditions. Mais je ne suis pas ingénieur, je n'ai même pas fini l'école. Peu importe, balaya Fedorenko. La guerre ne demande pas si tu as un diplôme. La guerre demande si tu peux faire ce qui est nécessaire au front. Tu le peux. Donc tu le feras. Salzman, qui avait écouté toute la conversation en silence, intervint. Camarade général de corps d'armée. Si Paton est transféré à la commission, qui coordonnera le travail à l'usine ? Il dirige actuellement tous les ateliers de soudage. Nommez quelqu'un parmi les ingénieurs, dit Fedorenko. Paton formera un remplaçant, transmettra toutes ses connaissances, puis partira pour Moscou. La commission travaillera sous le comité d'État à la défense. Les décisions sont définitives. Ainsi, Evgueni Paton, de soudeur de 3e catégorie, devint consultant d'une commission nationale pour l'introduction du soudage rapide. Le 5 février 1943, Evgueni arriva à Moscou avec son père. La commission s'installa dans le bâtiment du commissariat de l'industrie des chars, rue Krasina. La commission comprenait 23 personnes, ingénieurs, scientifiques, producteurs, militaires. La première séance de la commission fut ouverte par le président du comité d'État à la défense lui-même, Iosif Vissarionovitch Staline. Il vint personnellement pour souligner l'importance de la tâche. Staline parla brièvement et durement. « Camarades, la méthode de soudage de Paton a montré des résultats remarquables dans les usines de chars. La production a augmenté de 30 à 40%. C'est beaucoup, mais ce n'est pas assez. Nous devons appliquer cette méthode partout où le soudage est utilisé. Dans les usines d'aviation, dans les chantiers navals, dans la construction de ponts, dans la réparation de matériel au front.
Votre tâche est de le faire le plus rapidement possible. Chaque jour de retard signifie des armes perdues, des vies perdues. Vous avez 2 mois. Au 1er avril, la méthode de Patton doit fonctionner dans toutes les entreprises clés de l'industrie de défense. Des questions ? Il n'y eut pas de questions. Tous comprenaient que lorsque le camarade Staline disait 2 mois, ce n'était pas discutable. Le travail de la commission commença immédiatement. Evgueni expliquait l'essence de la méthode aux ingénieurs de différents secteurs. Il s'avéra que chaque secteur avait sa spécificité. Les usines d'aviation travaillaient avec de fines feuilles de duralumine et d'acier. Là, il fallait d'autres paramètres de soudage que dans les usines de chars. Les chantiers navals assemblaient d'épaisses plaques d'acier naval. Là aussi, il fallait adapter la méthode. Les constructeurs de ponts soudaient d'énormes poutres et fermes dans le froid en plein air. Les conditions étaient complètement différentes de celles d'un atelier chauffé. Evgueni, avec les ingénieurs, développa des modifications de sa méthode pour chaque secteur. Pour le métal fin, un angle plus aigu de l'électrode et une intensité de courant plus faible. Pour le métal épais, un angle plus obtus et une intensité plus forte. Pour travailler dans le froid, un préchauffage du métal. Pour les soudures verticales et au plafond, une technique spéciale de conduite de l'électrode. Chaque modification était vérifiée expérimentalement, on soudait des échantillons d'essai, on les testait en laboratoire, on corrigeait les paramètres, on vérifiait à nouveau. C'était un travail minutieux, épuisant. Evgueni travaillait 16 à 18 heures par jour. Il dormait dans le dortoir du commissariat, mangeait à la cantine des employés, ne sortait presque jamais. Son père, l'académicien Patton l'aîné, dirigeait la partie théorique du travail. Il expliquait la physique du processus, calculait les régimes optimaux de soudage pour différents matériaux, coordonnait le travail des laboratoires. Le père et le fils travaillaient comme une équipe unique. Parfois, Evgueni se réveillait la nuit et voyait que son père était encore assis à la table, penché sur les dessins et calculs. Parfois, le père trouvait son fils au laboratoire la nuit, alors qu'il vérifiait encore un lot d'échantillons. « Genia, tu dois dormir, » disait le père. « Tu es encore un enfant. Tu as besoin de repos. Je dormirai après la guerre, » répondait Evgueni et continuait à travailler. À la mi-mars, la commission avait développé 17 modifications de la méthode de Patton pour différents types de soudage et différents matériaux. Toutes les modifications avaient été vérifiées et approuvées. Le 20 mars commença l'introduction massive. Des brigades d'instructeurs partirent vers les usines dans tout le pays. À Gorky dans les usines d'aviation, à Arkhangelsk dans les chantiers navals, à Saratov dans les usines de production de mortiers, à Stalingrad pour la reconstruction des ponts détruits, à Leningrad pour la réparation des navires de guerre. Les résultats commencèrent à arriver dès avril. L'usine d'aviation de Gorky numéro 21, produisant les chasseurs LA-5, augmenta la production de 96 avions par mois à 134. Augmentation de 39,5%. Le chantier naval d'Arkhangelsk réduisit le temps de construction d'un destroyer de 8 mois à 5 mois et demi. Économie de temps, 2 mois et demi par navire. L'usine de Saratov augmenta la production de mortiers de 240 unités par mois à 330, augmentation de 37,5%. Mais le résultat le plus impressionnant fut à Stalingrad. La ville était en ruine après 5 mois de bataille. Les Allemands avaient détruit tous les ponts sur la Volga. Le commandement soviétique avait un besoin urgent de restaurer les passages pour transférer troupes et matériel sur la rive ouest, où se préparait une grande offensive. Selon l'ancienne technologie, la construction d'un pont ferroviaire sur la Volga aurait pris 8 à 9 mois. En utilisant la méthode de Patton, les constructeurs soudèrent le pont en 4 mois 21 jours. C'était une vitesse record. Le pont fut ouvert le 27 juillet 1943, juste pour le début de l'offensive des troupes soviétiques en direction du Donbass. Le 1er avril 1943, Evgueni Patton avec son père présentèrent les résultats du travail de la commission au Kremlin lors d'une séance du comité d'État à la Défense. Le rapport fut fait par l'académicien Patton, l'aîné. Il montra des graphiques de croissance de production, des tableaux d'économie de temps, des calculs d'efficacité. Staline écouta attentivement, se déposant parfois des questions. Quelle est l'économie totale de temps de travail dans toute l'industrie de défense ? Demanda-t-il. Environ 32% pour les travaux de soudage,
répondit l'académicien Patton. En chiffres absolus, cela équivaut à libérer 23 000 soudeurs qui peuvent être transférés vers d'autres sections de travail. 23 000 personnes, répéta Staline. C'est 3 divisions ou 3 usines. Bien. Il regarda Evgueni. Jeune Patton, approche-toi. Evgueni se leva et s'approcha de la table où étaient assis Staline et les membres du comité d'État à la défense. Staline regarda attentivement le garçon. Quel âge as-tu ? 15 ans, camarade Staline. 15 ans. Tu as inventé une méthode qui a augmenté la productivité de l'industrie de défense d'un tiers. Tu comprends ce que tu as fait ? J'ai aidé à remplir le plan, camarade Staline. Staline sourit. Aider à remplir le plan ? Modeste. Tu as aidé à gagner la guerre, camarade Patton. Peut-être ne le comprends-tu pas encore, mais un jour tu comprendras. Il se tourna vers les autres membres du comité d'État à la défense. Camarades, je propose de décorer le jeune Patton de l'ordre de Lénine pour sa contribution exceptionnelle au développement de l'industrie de défense et au rapprochement de la victoire sur l'Allemagne fasciste. Tous ont voté à l'unanimité. Ainsi, Yevgueni Patton, à l'âge de 15 ans, devint chevalier de l'ordre de Lénine, la plus haute distinction de l'Union soviétique. La méthode de Patton continua à se répandre. À l'été 1943, elle était utilisée dans 137 usines de défense à la fin de l'année dans 263. Au printemps 1944, pratiquement dans toutes les entreprises où le soudage était utilisé. L'augmentation totale de la production de l'industrie de défense, grâce à l'introduction de la méthode de Patton, s'élevait, selon les estimations des économistes, à 22,5%. Cela signifiait que le pays avait reçu 22,5% de chars, d'avions, de canons, de munitions de plus qu'il n'en aurait eu sans cette méthode. 22,5%, c'est un chiffre énorme. Pour comparaison, les livraisons des Alliés représentaient environ 10% de la production militaire soviétique. La méthode de Patton a donné plus que les livraisons alliées. Les historiens débattront par la suite de l'influence de cette méthode sur l'issue de la guerre. Certains diront que la guerre aurait été gagnée sans elle, simplement qu'elle aurait pris plus de temps. D'autres diront que sans les chars et avions supplémentaires, certaines batailles clés auraient pu se terminer différemment. Mais un fait est indéniable, la méthode de Patton a sauvé des vies. Combien exactement ? Impossible à calculer. Mais si les 278 chars supplémentaires, produits par l'usine de Tcheliabinsk en décembre 1942, ont sauvé ne serait-ce qu'un équipage chacun, cela fait 1390 vies. Si l'on prend en compte toutes les usines, toutes les branches, toutes les années de guerre, le compte se chiffre en dizaines de milliers de soldats sauvés. À l'été 1943, Yevgueni retourna à Tcheliabinsk. La commission avait terminé son travail. La méthode était mise en œuvre, le contrôle ultérieur fut confié au commissariat du peuple sectoriel. Le garçon voulait retourner à l'usine, à son poste de soudage, à son travail habituel. Mais Saltzman ne le laissa pas entrer dans la production. « Patton, tu ne peux plus être un simple soudeur, » dit le directeur. « Tu en sais trop, tu as trop appris. Je te transfère au bureau d'études de l'usine. Tu travailleras comme ingénieur technologue, tu t'occuperas de l'amélioration de la production, du développement de nouvelles méthodes. Mais je n'ai pas de formation d'ingénieur, objecta Yevgueni. Tu l'obtiendras. Tu étudieras sans interruption de production. Le soir en cours, le jour au bureau d'études. Dans 5 ans, tu termineras l'institut, tu obtiendras ton diplôme. Et tu as déjà plus d'expérience que les ingénieurs diplômés. » Ainsi, Yevgueni commença une nouvelle vie. La vie d'un ingénieur et d'un inventeur. Il travaillait au bureau d'études de l'usine Kirov, développait de nouvelles technologies, améliorait les processus existants. En parallèle, il étudiait en cours du soir à l'Institut Polytechnique de Tcheliabinsk. Il dormait 5 à 6 heures par jour, mais était heureux. Il faisait ce qu'il aimait, résolvait des problèmes techniques, expérimentait, inventait. Pendant les années de guerre, il développa encore plusieurs améliorations du processus de production. Une nouvelle méthode de traitement thermique des plaques de blindage qui augmentait leur résistance de 19%. Une construction améliorée d'électrodes de soudage qui doublait sa durée de vie. Un système de contrôle de qualité des soudures par ultrasons qui permettait de détecter les défauts plus rapidement et plus précisément qu'au rayon X. Aucune de ces inventions n'eut un effet aussi massif que la première, la méthode de soudage rapide. Mais toutes apportèrent leur contribution à la cause commune de la victoire. Le 9 mai 1945, le jour de la victoire, Yevgueni Patton, 17 ans,
se tenait sur la place devant la direction de l'usine avec des milliers d'ouvriers et écoutait l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Les gens pleuraient, s'embrassaient, criaient « Hurrah !» Quelqu'un chantait, quelqu'un restait simplement silencieux, ne croyant pas que la guerre était finie. Yevgueni pensait au chemin qu'il avait parcouru pendant ces années, aux nuits dans l'atelier vide, quand il soudait les premiers échantillons d'essai, à la peur que la méthode ne fonctionne pas, à la joie quand les tests montrèrent le succès, à la rencontre avec le général Fedorenko, au travail à Moscou, aux milliers de chars qui partirent au front, aux soldats qui combattirent sur ces chars, à ceux qui survécurent et à ceux qui périrent. Il pensait à la lettre du sergent Kolomitsev qui avait été lue dans l'atelier en novembre 1942. « Faites plus de chars. Chaque jour de retard, ce sont d'Achijonovis. » Yevgueni avait fait ce qu'il pouvait. Il avait trouvé un moyen de faire les chars plus rapidement. A-t-il sauvé la vie de Kolomitsev lui-même ? C'est inconnu. Mais il a certainement sauvé la vie de beaucoup d'autres, et c'était le principal. Après la guerre, la vie d'Yevgueni Paton se déroula comme l'avait prédit Zaltsman. En 1947, il termina l'Institut Polytechnique de Tcheliabinsk avec un diplôme rouge. Son mémoire s'intitulait « Optimisation des paramètres du soudage à l'arc électrique pour différents types d'acier ». En essence, c'était une synthèse de toute l'expérience accumulée pendant les années de guerre. Après avoir terminé l'Institut, Yevgueni déménagea à Kiev, où son père restaurait l'Institut de soudage électrique, évacué au début de la guerre. Le jeune ingénieur commença à travailler à l'Institut, continuant à développer ses idées. En 1950, il soutint sa thèse de candidat. En 1956, son doctorat. À 30 ans, il devint docteur en sciences techniques. À 34, professeur. À 38, membre correspondant de l'Académie des sciences. Mais Yevgueni n'oublia jamais comment tout avait commencé. Il se souvenait toujours de la nuit dans l'atelier vide, quand un garçon de 15 ans soudait des échantillons d'essai, testant une idée folle. Il se souvenait de la peur, de l'espoir, de la responsabilité. Dans ses cours aux étudiants, il racontait souvent cette histoire. L'ingénierie, ce n'est pas seulement des calculs et des formules, c'est l'observation, l'analyse, le courage d'essayer du nouveau. J'étais un garçon sans éducation, sans expérience, mais j'observais, je notais, je pensais. J'ai vu un problème et j'ai trouvé une solution. Vous pouvez faire la même chose. N'ayez pas peur d'expérimenter. N'ayez pas peur de violer les instructions si vous voyez que l'instruction est incorrecte. Mais vérifiez toujours vos idées, assumez toujours la responsabilité du résultat. La méthode de soudage rapide de Paton continua à se développer après la guerre. Dans les années 50, elle fut adaptée pour la construction de pipelines. L'Union soviétique construisait des oléoducs et gazoducs géants, reliant la Sibérie à la partie européenne du pays. Des milliers de kilomètres de tuyaux devaient être soudés. La méthode de Paton accéléra le processus de plus de 2 fois. Dans les années 60, la méthode fut utilisée lors de la construction de centrales nucléaires. Là, un soudage ultra fiable de récipients à parois épaisses et haute pression était requis. La méthode de Paton, avec quelques modifications, assurait la qualité nécessaire. Dans les années 70, la méthode fut appliquée dans l'industrie spatiale. Quand ils construisirent la station Salyut, quand ils soudèrent les réservoirs de carburant des fusées, ils utilisèrent les principes établis par Yevgueni Paton en 1942. L'Institut de soudage électrique Paton devint l'un des principaux centres scientifiques mondiaux dans le domaine du soudage. L'Institut développa des dizaines de nouvelles technologies, forma des milliers de spécialistes, obtint des centaines de brevets. Les méthodes de l'Institut furent utilisées non seulement en URSS, mais aussi à l'étranger. Yevgueni Paton lui-même vécut une vie longue et fructueuse. Il mourut en 1987 à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. Au cours de sa vie, il publia 237 travaux scientifiques, obtint 62 brevets, forma 41 candidats et 14 docteurs en sciences. Mais sa principale réalisation resta à jamais la méthode de soudage rapide, inventée à 15 ans dans le Tcheliabinsk en guerre. Les historiens ont calculé que pendant les années de la Grande Guerre patriotique, grâce à la méthode de Paton, furent produits en plus environ 16 000 chars, 9 000 avions, 23 000 canons. 230 ponts furent construits, 347 navires réparés, 16 000 chars. Si l'on considère que dans chaque char il y avait un équipage de 400 personnes,
et que ses chars participèrent à des combats où ils sauvèrent la vie d'autres soldats, le compte des vies sauvées se chiffre en centaines de milliers. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'Yevgeny Paton ait personnellement sauvé des centaines de milliers de vies. La guerre fut gagnée par des millions de personnes. Les soldats au front, les ouvriers à l'arrière, les concepteurs, les scientifiques, les médecins, les enseignants. Chacun apporta sa contribution, mais la contribution de Paton fut l'une des plus significatives. Un garçon de 15 ans, debout à son poste de soudage, changea le cours de la guerre. Non par les armes, non par l'héroïsme au combat, mais par la pensée d'ingénieur. Il vit un problème que d'autres ne remarquaient pas. Il trouva une solution qui semblait impossible. Il osa tester son idée malgré les instructions et les autorités, et il eut raison. C'est une leçon pour toutes les générations. La guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille. Elle se gagne dans les ateliers des usines, dans les laboratoires des instituts, dans l'esprit des inventeurs. Chaque amélioration de la technologie, chaque accélération de la production, chaque minute économisée, tout cela s'additionne en victoire. Le char T-34 est considéré comme l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Son blindage incliné, son armement puissant, sa vitesse élevée et sa maniabilité donnaient aux tankistes soviétiques un avantage sur l'adversaire. Mais peu savent qu'une partie significative de ces chars fut soudée par la méthode qu'inventa un adolescent. À l'usine Kirov de Tcheliabinsk fonctionne toujours un musée de l'histoire de la production. Là, parmi les pièces exposées, il y a un petit stand consacré à Yevgeny Paton. Sur le stand est accrochée une photographie. Un garçon maigre en bleu de travail se tient près du poste de soudage. À côté, son cahier avec des notes, jaunies par le temps. À côté, des échantillons de soudure, réalisés en novembre 1942. À côté, une copie du protocole d'essai du laboratoire Zaïtsev. Sous la photographie, l'inscription « Yevgeny Oskarovitch Paton », soudeur de 3e catégorie, auteur de la méthode de soudage rapide. Ordre de Lénine, ordre de l'Étoile rouge, ordre du drapeau rouge du travail. Grâce à son invention, en 3 mois, de décembre 1942 à février 1943, l'usine accomplit le plan annuel et envoya au front 278 chars supplémentaires. 278 chars d'une seule usine, et au total, il y avait 5 usines. Au total, les branches où la méthode fut appliquée étaient 10 de 7. Au total, les années de guerre pendant lesquelles la méthode fonctionna furent 2,5. L'ampleur de l'effet est difficile à surestimer, mais pour Yevgeny lui-même, le principal resta toujours non pas le nombre de chars ni les récompenses. Le principal fut la lettre qu'il reçut de nombreuses années après la guerre, en 1963. La lettre venait de Minsk. L'expéditeur, Piotr Ivanovitch Kolomitsev, ce même mécanicien conducteur dont la lettre avait été lue dans l'atelier en novembre 1942. Kolomitsev écrivait « Cher Yevgeny Oskarovitch, vous écrit l'ancien tankiste de la garde, sergent chef Kolomitsev. Peut-être ne vous souvenez-vous pas, mais en novembre 1942, j'ai écrit une lettre aux ouvriers de l'usine Kirov demandant de faire plus de chars. Ma lettre a été lue dans votre atelier. Récemment, j'ai appris par le journal que précisément à ce moment-là, en novembre 1942, vous avez inventé une nouvelle méthode de soudage qui augmenta la production de chars. Je veux vous dire merci. J'ai combattu jusqu'à la fin de la guerre. J'ai fait le chemin de Kalinin à Berlin. 4 fois j'ai brûlé dans un char. 2 fois j'ai été blessé. J'ai survécu. Peut-être grâce au fait que les chars sont devenus plus nombreux et que nous n'avions pas à aller au combat 1 contre 5. Merci pour cela. Vous m'avez sauvé la vie, bien que vous ne m'ayez jamais vu. Profonde révérence d'un vieux tankiste. Yevgeny conserva cette lettre jusqu'à la fin de sa vie. Elle se trouvait dans son bureau. Et quand c'était difficile pour lui, quand l'expérience ne réussissait pas, quand il semblait que les efforts étaient vains, il sortait la lettre et la relisait. Vous m'avez sauvé la vie, bien que vous ne m'ayez jamais vu. Voilà pourquoi travaille un ingénieur. Non pour les diplômes et les titres, non pour les récompenses et la reconnaissance, mais pour que quelque part, dans un lieu inconnu, à un moment inconnu, une personne inconnue survive grâce au fait que l'ingénieur a bien fait son travail. Yevgeny Paton a bien fait son travail. Il fut un digne fils de son peuple, un digne fils de son pays. Il prouva que l'âge n'a pas d'importance quand une personne a l'intelligence, la volonté et le désir d'aider. 15 ans. Soudeur de 3e catégorie, un garçon qui changea le cours de la guerre.
ce n'est pas une légende, c'est une histoire. L'histoire de comment la pensée d'ingénieur sauve des vies. L'histoire de comment une personne peut faire l'impossible. L'histoire de comment la guerre se gagne non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à la machine, au poste de soudage, dans l'atelier sombre où un garçon soude des échantillons d'essai et croit que son idée fonctionnera. L'histoire de comment chacun de nous peut changer le monde s'il n'a pas peur de penser, d'essayer, de risquer. L'histoire de comment ce ne sont pas toujours les plus forts qui gagnent. Parfois, ce sont les plus intelligents qui gagnent. L'histoire d'Yevgeny Patton, c'est l'histoire de la victoire de la raison sur les circonstances, du courage sur la peur, du génie d'ingénieur sur la machine de guerre de l'ennemi. Cette histoire mérite d'être rappelée, mérite d'être racontée, mérite que les jeunes gens qui aujourd'hui se tiennent aux machines, sont assis devant les ordinateurs, travaillent dans les laboratoires, sachent que leur travail est important. Leurs inventions peuvent changer le monde, leurs idées peuvent sauver des vies. Tout comme l'idée d'un soudeur de 15 ans sauva la vie de milliers de soldats soviétiques dans la guerre la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Mémoire éternelle aux héros de la Grande Guerre patriotique. Gloire éternelle à ceux qui combattirent au front, et gloire éternelle à ceux qui forgèrent la victoire à l'arrière. Aux machines, aux postes de soudage, dans les ateliers des usines, sous le fracas des marteaux et le crépitement de l'arc, faisant des chars qui arrivèrent jusqu'à Berlin et hissèrent le drapeau de la victoire sur le Reichstag. Parmi ces chars se trouvaient ceux que souda Yevgeny Patton. Et cela restera à jamais dans l'histoire.